Allez-y. S'il vous plaît. Bon, Philippe Erlin, à vous. Ah, je commence ou directement je crois. Ah oui, oui, moi je ne fais que modérer. D'accord, d'accord. N'hésite pas à te présenter. D'accord. Oui, donc bonjour, merci pour votre invitation. Donc je suis là pour vous parler du Bitcoin et du livre que je viens de faire paraître, qui est en fait, j'ai voulu faire avec l'éditeur le premier guide pratique sur le Bitcoin, parce qu'il y a déjà un certain nombre de livres qui sont sortis sur le Bitcoin, sur la blockchain, mais sont des livres souvent un peu techniques. Il faut dire aussi que pour l'instant, 99% des gens qui travaillent dans le Bitcoin sont des informaticiens, des geeks. Et quand un informaticien se met à expliquer quelque chose, c'est pas toujours forcément très limpide pour le commun des mortels, quoi. Donc moi, je ne suis pas informaticien, je suis économiste, et je me suis penché sur le Bitcoin à partir de ce que je connaissais sur la théorie de la monnaie, quoi. Voilà. Et je me suis intéressé, j'ai commencé par m'intéresser aux monnaies complémentaires, qui est un phénomène qui se développe beaucoup depuis les années 90 dans le monde. Bon, ce sont des monnaies qui sont reliées à la monnaie nationale, donc c'est des monnaies qui sont dépendantes de la monnaie nationale. Il y en a beaucoup en Allemagne, au Brésil, il y en a un peu en France. La plus connue en France, c'est l'Eusco, dans le Pays Basque. Bon voilà, mais ça, c'est pas des vraies monnaies, c'est des monnaies qui sont dépendantes de l'euro. Mais le phénomène de la diversité monétaire, ça m'intéresse depuis longtemps. Et à cette occasion, à ce moment-là, donc c'est un peu vers 2011-2012, j'ai vu passer le mot Bitcoin dans un article, et puis ça a commencé à m'intéresser. Surtout, bon, évidemment, là, on a affaire à quelque chose de complètement différent, parce que le Bitcoin, c'est une monnaie en soi, elle n'est pas reliée au dollar ou à l'euro, et puis c'est une monnaie disponible sur Internet, donc elle est ouverte à tout le monde, alors que les monnaies complémentaires, elles sont uniquement disponibles pour les gens qui habitent dans les villes qui ont choisi d'en développer, quoi. Donc cet intérêt-là pour le Bitcoin a fait que j'ai publié un e-book en 2013, qui était le premier sur le Bitcoin, qui était le première publication en langue française sur le Bitcoin. Et puis ensuite, j'ai continué de suivre tout ça. Et puis, donc, avec l'idée, là, dernièrement, de faire un guide pratique qui présente. Alors, c'est un guide pratique, mais ça commence par présenter les aspects fondamentaux du Bitcoin, donc comment ça fonctionne, le fait que ça fonctionne en peer-to-peer, c'est-à-dire la blockchain, c'est-à-dire, alors pour expliquer rapidement, même si je pense que déjà tous maintenant on commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, mais le Bitcoin, voilà, à la différence des monnaies classiques, il n'y a pas une banque qui valide la transaction. Quand vous allez chez un commerçant et que vous effectuez un paiement, c'est votre banque et la banque du commerçant, qui est la même ou différente, qui valide la transaction, qui l'authentifie, qui l'atteste. S'il y a un conflit, c'est les banques qui ont cette écriture-là dans leur compte et qui fait foi. Le Bitcoin, c'était développé par des gens qui travaillaient dans l'open source, dans des milieux où on n'aime pas trop l'autorité, où on veut fonctionner de façon en forme de réseau. Pour prendre un exemple, c'est un peu le Wikipédia, quoi. Sur la différence entre Wikipédia et l'encyclopédie Britannica, quoi. Bon, l'encyclopédie Britannica, il y a un comité qui peut décider sur tel article, on va écrire telle chose. Il y a une autorité qui existe. Sur Wikipédia, il n'y a pas un chef ou un comité qui peut décider que sur tel article, on va écrire telle chose. Ce sont les différents rédacteurs qui doivent s'entendre. Donc c'est un fonctionnement en peer-to-peer, quoi, en réseau décentralisé. Et donc ces gens-là qui travaillaient, ces informaticiens, depuis longtemps se posaient la question de savoir comment on pourrait créer une monnaie qui circulerait sur Internet sans qu'il y ait une banque. Parce que s'il y a une banque centrale, il faut qu'elle soit installée. Déjà, il faut qu'on ait confiance dans les gens qui gèrent cette banque. Bon, déjà ça c'est un premier problème. Et puis cette banque, elle va être située dans un pays, donc elle va dépendre des législations de ce pays. Ce gouvernement, il peut aussi décider de vouloir fermer, de fermer cette monnaie. Bon, donc il y a ce risque-là qui existe. Donc le fait d'avoir une monnaie décentralisée, c'est dans aucun pays à la fois et personne ne la possède. Donc il n'y a pas le risque que des gens malhonnêtes puissent affecter cette monnaie, quoi. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire circuler une monnaie s'il n'y a pas d'autorité au-dessus qui valide la transaction. Comment est-ce qu'on peut être certain que X a envoyé telle somme à Y? Comment est-ce qu'on peut le valider? Alors, la réponse du Bitcoin,
très simple, c'est que pour que ce soit validé, pour que ce soit attesté, cette transaction, on va la rendre publique. C'est-à-dire tout le monde va la connaître. Le fait que tel numéro de compte a envoyé telle somme à tel autre numéro de compte, ça va être rendu public et ça va être inscrit dans une base de données. Et cette base de données, elle ne pourra pas être modifiée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas ensuite remonter les transactions, supprimer une ancienne transaction pour récupérer de l'argent. Voilà. Donc, et cette base de données qui s'accumule progressivement des nouvelles transactions et qui garde un historique qui est impossible de modifier, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Et c'est comme ça que fonctionne donc le Bitcoin. C'est l'idée un peu géniale du Bitcoin qui est née donc la première transaction a eu lieu le 3 janvier 2009 et le premier document qui a expliqué ce fonctionnement a été publié en automne 2008. Donc c'est au moment de la crise en fait. Parce que derrière l'idée du Bitcoin, il y a aussi l'idée de faire quelque chose qui soit différent et même parfois un peu en opposition avec ce qui existe. C'est-à-dire que depuis le 15 août 1971 où Nixon a décidé de déconnecter, de supprimer la convertibilité entre l'or et le dollar, on a des monnaies qui flottent, on ne sait pas trop d'où vient la valeur. Il y a de la planche à billets, il y a de la planche à billets, les banques centrales contrôlent les taux d'intérêt. Bon, est-ce qu'il faut ça vraiment pour notre bien? C'est pas sûr. Est-ce que ça génère pas des bulles qui risquent d'exploser et de faire des dégâts? Bon, on l'a vu en tout cas en 2008. Et c'est à ce moment-là que le Bitcoin arrive, lui avec une logique différente, donc une logique où il n'y a pas une banque qui va avoir l'autorité pour décider de faire telle ou telle chose, où il y a une quantité limitée de Bitcoin. Ça, c'est un autre aspect fondamental avec cette monnaie et avec la plupart des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il y a une quantité limitée, on sait à l'avance qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, donc c'est une ressource rare. Donc je commence par expliquer ça, je parle aussi de l'histoire du Bitcoin. Au début, c'était vraiment un truc de geek, ça n'avait même pas de valeur, ça n'avait même pas de cours. Et puis progressivement, ça a pris de l'importance. Et puis à partir de 2015 à peu près, on a commencé à parler, vous vous en rappelez peut-être, on a commencé à parler beaucoup plus de la blockchain que du Bitcoin, parce que la blockchain, comme je l'ai expliqué, ça sert à valider, à représenter toutes les transactions, mais ça peut aussi servir de base sur laquelle on va construire des services. C'est-à-dire que, par exemple, on peut rattacher un document précis à une transaction donnée, et comme ça permet de dire que tel document existait sous telle forme, à telle date. Et ça, c'est impossible de modifier parce que justement, cette transaction-là, elle est dans la base de données et elle ne peut pas être modifiée. Donc ça permet d'attester les documents, par exemple, donc des systèmes, tout ce qui est système de brevet ou système de notariat. Donc il y a des services qui se développent là-dessus. Il y a notamment un exemple pour les pays qui n'ont pas de cadastre, où on crée un cadastre comme ça, donc on gère des droits de propriété. Grâce à la blockchain, ça se fait au Ghana en ce moment notamment, plusieurs pays qui le font. Donc ça permet d'attester les droits de propriété, ça permet aussi de faire du paiement conditionnel. On peut dire tel numéro de compte va virer telle somme à telle condition, à tel autre compte. Voilà, on peut programmer ces choses-là. Donc on peut construire des systèmes d'assurance, on peut construire des marchés boursiers, on peut construire à peu près toute la panoplie des services financiers sur la blockchain, et ça a commencé à apparaître en 2015, et progressivement on s'est mis à plus parler de la blockchain que du Bitcoin. Il y a même certains qui interprètent à tort le fait que la blockchain c'est génial, mais le Bitcoin c'est pas bien, parce que c'est volatile, c'est spéculatif, alors que la blockchain c'est génial, mais bon, les deux fonctionnent ensemble, là. Il faut bien comprendre ça, quoi. Donc le Bitcoin, justement, ça introduit un changement de paradigme, aussi bien pour la monnaie elle-même, parce qu'avec le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, on peut faire des virements d'un pays à l'autre très rapidement pour un coût extrêmement limité. Donc ça apporte un vrai avantage par rapport au système existant. Mais c'est aussi un changement de paradigme, justement grâce à la blockchain, où on peut avoir des organisations décentralisées qui sont plus efficaces que les organisations centralisées. C'est-à-dire quand vous avez des systèmes comme Uber, enfin tout ce qui est les GAFA, mais Uber par exemple, Uber c'est une société qui fait remonter toutes les demandes de transport, qui ensuite et toutes les disponibilités des différents taxis qu'il gère, et qui ensuite fait redescendre cette information-là. C'est un système centralisé, assez coûteux, parce que Uber prend à peu près 25% de commission, donc c'est un chiffre assez important. Et ce type de service, il pourrait
il pourrait fonctionner sur la blockchain avec un coût moindre, quoi. Donc je parle de ce changement de paradigme qui est introduit aussi bien par l'aspect paiement, virements internationaux, facilité du virement qui est permis. Une parenthèse derrière, il faut aussi savoir que nous on n'est pas sensible, mais la moitié de la population mondiale n'est pas bancarisée, quoi. Donc la moitié de la population mondiale est obligée d'utiliser du cash, des billets pour faire des paiements, ce qui est extrêmement lourd, et on ne peut pas attendre que les banques s'implantent dans tous ces pays. Et maintenant, grâce au smartphone, on peut, et aux crypto-monnaies, alors pas seulement, il y a aussi des services comme Orange qui en Afrique notamment, qui permettent de fonctionner avec les monnaies francs CFA ou autres, mais il y a beaucoup de projets qui permettent aussi aux gens qui n'ont pas accès à un système bancaire de pouvoir effectuer des paiements, des virements, d'avoir des services bancaires grâce à des systèmes de blockchain et de crypto-monnaie, quoi. Donc j'ai parlé un peu des critiques qu'il y avait envers Bitcoin. Dans le livre, je démonte aussi un certain nombre de contre-vérités. Parce que vous savez que le Bitcoin est très critiqué. Il y a des gens qui disent, par exemple, le Bitcoin c'est anonyme, ça sert à la drogue et tout ça. Bon, j'explique que non, en fait, l'anonymat il est relatif parce que, bien sûr, sur la blockchain, on voit que des numéros de compte, qu'on voit de l'argent à tel autre numéro de compte et on ne sait pas qui est derrière. Mais ceci dit, pour acheter les bitcoins, il faut faire un virement SEPA, donc à ce moment-là on est tracé. Si on veut sortir, c'est pareil, on fait un virement SEPA, ou si on décide d'acheter des biens sur un site en payant en bitcoin, à ce moment-là on relie une adresse physique d'une personne avec un compte bitcoin, donc en fait c'est pas du tout anonyme, enfin ça l'est en partie, mais c'est pas complètement anonyme. Et puis il faut savoir aussi que même si certains peuvent avoir l'idée d'utiliser le Bitcoin pour faire des transactions qui seraient illégales, leurs transactions, elles vont rester dans la blockchain ad vitam aeternam. Ça veut dire que si un jour ils se font piquer, ou si une personne à qui ils auraient fait un virement se fait piquer, on peut remonter tous les virements et toutes les transactions très facilement. Et en fait beaucoup plus facilement que si ça passe par des banques, parce qu'à chaque fois les juges sont obligés de demander aux différents pays d'avoir accès au paiement, au numéro de compte et au virement, et ça c'est assez compliqué. Mais avec la blockchain c'est plus simple. Donc c'est pour ça que le Bitcoin n'est pas du tout une bonne idée pour faire du blanchiment ou pour faire des trafics illégaux, quoi. Et selon diverses études, en fait, on pense que ça représente une somme extrêmement limitée, tout ce qui ressort de l'argent sale en général. D'ailleurs en France, il y a les douanes françaises qui ont chopé un dealer qui se faisait payer en bitcoin, il s'est fait choper par les douanes françaises, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément la bonne chose à faire, quoi. Donc j'ai un certain nombre de contre-vérités, aussi le fait qu'il n'y ait pas de banque centrale, c'est pas du tout un désavantage, voilà. Je parle aussi des autres crypto-monnaies, parce que le bitcoin a pendant longtemps été la seule, et pendant longtemps il représentait à peu près 90% de la capitalisation totale de l'ensemble des crypto-monnaies. Aujourd'hui, le Bitcoin pèse à peu moins de 40%, à peu près 40% de la totalité de la masse des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on en recense à peu près plus de 1300. Quand on va sur le site de référence que je donne dans le livre, qui est CoinMarketCap, donc il y a un site qui recense toutes les crypto-monnaies, il y en a à peu près 1300. Alors ça peut sembler très très confus, en fait on peut aussi comprendre pourquoi d'autres monnaies se créent, en fait, quoi, au départ. D'autres crypto-monnaies se créent. Pourquoi est-ce que le Bitcoin n'est pas la seule? Bon, déjà le Bitcoin il bénéficie d'aucun monopole, d'aucune législation, contrairement à l'euro ou aux monnaies nationales qui elles bénéficient d'une législation. On est payé en euros, on paie nos impôts en euros, même si on n'aime pas l'euro, on est obligé de l'utiliser, quoi. Le Bitcoin, aucune loi vous obligera à l'utiliser, et si vous n'y croyez pas, vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas de problème. Mais le Bitcoin, après un démarrage, une phase de succès, a connu des limitations qui sont de deux ordres. Déjà dans les paiements, j'ai parlé les crypto-monnaies permettent les paiements très faciles, rapides, et même de payer en traversant les frontières, ce qui est assez coûteux avec les systèmes bancaires actuels. Mais Bitcoin est devenu c'est un peu la rançon du succès. Le réseau s'est un peu engorgé, et ce qui fait que les commissions pour chaque transaction sont mises à augmenter. Et donc, il n'est plus possible de faire des paiements de petites sommes avec le Bitcoin.
Et donc ça a donné l'idée à beaucoup d'autres monnaies de se spécialiser sur le paiement, donc de ne pas s'occuper de la partie blockchain, de se spécialiser sur le paiement pour faire des paiements qui soient rapides et le moins coûteux possible. Et il y a tout un tas de monnaies qui sont développées comme Ripple, Bitcoin Cash, le Litecoin, enfin voilà, tout un tas d'autres, le Stellar, d'autres monnaies qui elles se spécialisent sur ce créneau-là, donc la facilité à faire des paiements rapides. Et puis l'autre aspect, j'ai parlé de la blockchain tout à l'heure, la blockchain, étant donné que le Bitcoin a d'abord été pensé comme monnaie, et c'est ensuite qu'on a découvert l'intérêt de la blockchain, et elle n'a pas été, ça n'a pas été prévu pour que ce soit, on va dire, facile à programmer, quoi. Et donc au moment où la notion de blockchain s'est développée et s'est popularisée, il y en a qui ont eu l'idée de créer une monnaie d'abord en pensant à la blockchain et en cherchant pas à faire, en laissant de côté l'aspect paiement en fait proprement dit. Et c'est le premier, c'est le cas de l'Ethereum, donc qui a été créé par Vitalik Buterin, qui est un russo-canadien, où lui il a fait l'Ethereum, c'est d'abord une blockchain qui est facile à programmer, en tout cas plus facile que Bitcoin. Et donc c'est un peu l'Ethereum qui a repris une grosse partie des applications tournant sur la blockchain. En cela, il a été suivi par d'autres. Alors il y a des concepts, des monnaies comme Neo. Alors Neo, c'est un peu l'Ethereum, on le représente comme l'Ethereum chinois, parce que c'est des Chinois qui ont créé l'Ethereum. Il y a Cardano, qui est un peu l'Ethereum, l'équivalent japonais. Bon, il y a EOS, enfin il y en a d'autres. Il y a d'autres blockchains qui sont développées, chacune cherchant à apporter des améliorations par rapport à l'Ethereum ou par rapport aux autres, quoi. Donc il y a un milieu qui est extrêmement concurrentiel et extrêmement concurrentiel avec toujours des monnaies qui apparaissent. Bon, alors il n'y en a pas forcément beaucoup qui réussiront à s'implanter, mais en tout cas il y a une concurrence extrêmement importante, quoi. Un autre phénomène dont je parle dans le livre, qui lui est plus récent encore, qui est apparu vraiment au cours de l'été 2017, l'été dernier, c'est ce qu'on appelle les ICO. Alors ça c'est un autre concept on parle d'ICO, c'est Initial Coin Offering, par référence à IPO, Initial Public Offering, c'est-à-dire introduction en bourse. L'introduction en bourse classique qui se fait comme vous le connaissez, et l'ICO c'est un peu la même chose avec les crypto-monnaies, sauf que on achète alors ça s'appelle pas des parts, des actions, ça s'appelle des tokens. On achète ça, une société ou une start-up qui veut lancer un projet émet un certain nombre de tokens qui sont achetés. La différence avec l'IPO, c'est qu'on n'achète pas des parts de capital. Donc l'intérêt pour l'entreprise qui lève des fonds, c'est qu'elle garde 100% de son capital. Il n'y a pas de dilution. Donc c'est très intéressant pour les créateurs de la société. Et ce qui est émis, c'est un token qui est à la fois un bon d'achat qui permet de payer les services. Par exemple, si une société, si une start-up se lance dans le cloud, et bien avec ce token, vous pourrez payer des services de cloud de cette société. Donc ça, c'est un bon d'achat. Et en même temps, ce token, il peut être revendu contre du Bitcoin sur un marché. Et donc c'est aussi un actif financier sur lequel on peut spéculer, qu'on peut acheter pour revendre, etc., quoi. Et ça a connu un développement foudroyant l'été dernier, et ça a dépassé le capital risque au niveau mondial, quoi. Donc c'est dire le succès énorme que ça a eu. Donc ça c'est un phénomène que j'étudie et dont je parle, parce qu'il est important, parce qu'il permet, on pourrait dire, c'est une ubérisation du capital risque, parce que à l'époque du capital risque, si au tout début de Facebook, vous vous étiez dit je suis sûr que ça va marcher, c'est une très bonne idée, bon, si vous avez voulu investir, c'est pas possible. Les seuls qui pouvaient investir dans Facebook, c'était les fonds d'investissement. Donc il faut être aux États-Unis. Ensuite, il faut avoir suffisamment d'argent pour mettre au pot de ce fonds d'investissement qui ensuite va investir. Enfin, c'est compliqué. C'est réservé aux gens qui ont de l'argent, qui ont des relations dans le milieu du capital risque. C'est un milieu fermé. Avec une ICO, quand une société lance une ICO, c'est d'emblée ouvert au monde entier. C'est-à-dire n'importe qui peut et il n'y a pas de ticket minimum, c'est-à-dire qu'on peut investir 100 euros. En général, ils mettent un minimum à 100 euros, quoi. Voilà. On peut investir 100 euros dans une société qui fait son ICO à Singapour, en Suisse, aux États-Unis, n'importe où, quoi. Et un particulier peut le faire. Voilà. Donc ça met
c'est vraiment une libération égale des risques, parce que ça veut dire qu'un particulier, un épargnant, tout seul dans son coin, il peut souscrire au financement d'une start-up dont il croit au projet, quoi. Et donc ça, c'est quand même une nouveauté importante, parce que ça change complètement la façon de se financer. Et voilà, donc je développe cet aspect dans le livre. Alors, les ICO, on en a aussi beaucoup parlé. Il y a aussi beaucoup d'arnaques, parce qu'il y a aussi eu des gens qui ont présenté des projets comme ça, et puis qui sont partis avec la caisse, quoi. Ça, il y en a eu au début, lors de l'été 2017, et puis un peu l'automne 2017. Il y en a eu encore récemment. Parce que il y a aussi eu un effet de mode qui a fait que les gens, voilà, se sont dit c'est une bonne façon de récupérer de l'argent et disparaître avec la caisse. Bon, il y en a eu, il y en a encore, mais c'est en train de se calmer, et maintenant il y a beaucoup d'ICO qui lèvent plus d'argent parce qu'elles ne sont pas suffisamment convaincantes, quoi. Alors qu'au début, avant l'été, au cours de l'été 2017, n'importe quel ICO qui présentait une équipe à peu près potable et un livre blanc à peu près potable était certaine de lever de l'argent, quoi. Donc ça incitait vraiment les filous à se lancer dans ce domaine. Maintenant, il y a beaucoup d'ICO qui ne lèvent plus d'argent parce qu'il y a la concurrence, c'est quand même plus difficile. Et donc voilà, donc il y a une sélection, il y a aussi une concurrence qui se fait, quoi. Et puis aussi, ce qui change, c'est la régulation, parce que la nouveauté du Bitcoin aussi, c'est que jusqu'ici, les monnaies étaient toujours liées à l'État. Et là, tout d'un coup, les États, les gouvernements voient apparaître une monnaie qui ne dépend d'aucun État. Donc ça, c'est un truc qui, par nature, leur plaît pas du tout. C'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, alors qu'ils avaient toujours l'habitude d'avoir le contrôle là-dessus. Et puis ensuite, on rajoute la blockchain, ça leur semble un peu inquiétant. Ils voient plus le côté opportunité, et puis après, on rajoute les ICO. Alors ça aussi, ça ne leur plaît pas trop, parce que n'importe qui peut lever de l'argent. Et donc, il y a une sorte d'hystérie, de régulation de la part des États, bon, qui peut être justifiée à un certain niveau, parce que il faut aussi éviter les arnaques, mais maintenant la volonté de réguler, enfin, quand on entend certains ministres des Finances ou autres, on a l'impression qu'ils ne savent pas comment fonctionne le Bitcoin. Le Bitcoin en lui-même ne peut pas être régulé. Maintenant, ce qu'on peut réguler, c'est par exemple faire en sorte que les plateformes qui permettent aux particuliers d'acheter du Bitcoin contre des euros, il faut s'assurer, et c'est normal, qu'elles respectent un minimum la législation, de la même façon que n'importe quel intermédiaire qui vend des produits financiers à des épargnants doit respecter un minimum de régulation, c'est normal. Que ce soit de l'assurance vie ou du Bitcoin, il y a un minimum de régulation à faire, quoi. Et on semble s'acheminer vers une régulation de ce type qui serait assez, enfin, au niveau mondial, je parle au niveau de la France, comme on aime bien la régulation et qu'on a on a peur du vide juridique en France, donc il faut absolument légiférer. Mais ce que se rendent compte tous les États, c'est que s'ils mettent en place une régulation trop stricte, les créateurs de blockchain et de crypto-monnaies vont aller ailleurs, quoi. Voilà. Donc, et pour l'instant, en Europe, c'est la Suisse qui récupère une grosse partie des équipes des ICO qui se lancent. Elles s'installent en Suisse parce que la législation est suffisamment accueillante et souple. Et en France, il y a eu des ICO, il y en a dû y avoir 3, 4, 5, enfin voilà, une demi-douzaine, quoi, tout cassé, quoi, voilà. Donc, alors qu'il y en a eu des milliers dans le monde, quoi. Donc, alors le livre, je l'ai fait en me tournant vers l'épargnant, c'est-à-dire qu'ensuite, après avoir expliqué tous ces différents aspects, la monnaie, blockchain, ICO, etc., je me tourne plus vers l'épargnant en apportant des informations pratiques, c'est-à-dire si on a décidé d'acheter le Bitcoin, ensuite comment on fait, parce que c'est pas simple non plus. Si on va sur Google, on met acheter Bitcoin, on se retrouve avec plein de sites, on ne sait pas ce que ça vaut. Donc je donne des informations, des indications pour savoir comment distinguer les sites qui sont sérieux, un historique, qui sont reconnus, qui respectent la législation et qui ne vont pas partir avec vos euros sans vous envoyer vos bitcoins ou d'autres crypto-monnaies que vous aurez choisi d'acheter. J'aborde aussi l'aspect sécurité, comment ensuite les stocker. Quand on les a achetés, il ne vaut mieux pas les laisser sur la place de marché, parce que si cette place de marché se fait hacker, c'est déjà arrivé, on perd ses bitcoins, donc il vaut mieux les rapatrier sur une sorte
de mini-ordinateurs, c'est pareil, enfin j'en parle, c'est le Ledger Nano, qui est une société française d'ailleurs, qui connaît un succès mondial, donc là on a quand même des succès dans le domaine, qui est une sorte de clé USB avec un écran qui se branche sur l'ordinateur. Et l'avantage c'est que même si votre ordinateur est virusé, vous ne perdez pas les bitcoins que vous avez sur vos clés. Alors que si vous pouvez aussi créer un porte-monnaie sur votre ordinateur, mais si votre ordinateur est hacké, on peut vous prendre vos bitcoins. Donc j'explique toutes ces différences-là, les différents types de porte-monnaie et lesquels sont les plus sécurisés. Alors je parle aussi de la fiscalité qui malheureusement en France est pour l'instant complètement confiscatoire, parce que ça passe, si vous faites donc on déclare que les bénéfices, déjà on n'a pas à déclarer, quand on en achète on n'a pas à déclarer, mais on déclare les bénéfices, mais ça passe en BIS ou en BNS, et donc ça c'est réincorporé dans l'impôt sur le revenu, ce qui fait que si on a des sommes assez importantes, et ça peut être le cas pour les gens qu'on a achetés il y a longtemps, les premiers qu'on miné, qu'on a acheté il y a longtemps, à ce moment-là on monte à 50 ou 60% de taxation, ce qui est quasiment carrément confiscatoire, alors dans d'autres pays on est plutôt à 30 ou en dessous. Mais ceci dit, il y a le porte-parole du gouvernement, début janvier, Benjamin Grévaux, qui a dit qu'il faudra peut-être plutôt s'orienter vers la flat tax, c'est-à-dire 30%, ce qui serait un peu moins quand même confiscatoire, mais bon, voilà, il fait partie, la fiscalité française, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle soit sympathique dans ce domaine comme dans d'autres. Ouais. Donc, que dire d'autre oui, moi, ce qui m'a intéressé, et pour rebondir par rapport à l'endroit où on se trouve, c'est que qu'on peut vraiment trouver le génial dans le Bitcoin et la crypto-monnaie, c'est que c'est une pure création capitaliste. C'est-à-dire c'est une incarnation du libéralisme, c'est les forces du marché, c'est parti d'en bas, c'est parti de gens, de créateurs un peu en rupture de banc, et ensuite ça s'est imposé. Ça, c'est en train de s'imposer aux institutions, aux banques centrales, aux banquiers centraux, aux ministres des Finances, qui disent ce que c'est que ce truc, mais c'est vrai, mais c'est une vraie, comment dire, ça montre le dynamisme économique, la capacité de création d'un marché libre. Voilà. Voilà, donc, que dire ensuite, oui, alors. Aussi une chose à laquelle je réponds souvent, c'est beaucoup de gens disent le Bitcoin c'est une bulle. Donc comme par exemple, y compris notre prix Nobel Jean Tirole qui a dit le Bitcoin est une bulle, il n'a pas de valeur intrinsèque et il peut retomber à zéro. J'explique que c'est faux, parce que dire que le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, ça veut dire qu'on ne s'est pas intéressé à ce que c'est, parce que ça a une valeur intrinsèque, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un système de paiement qui est efficace, c'est un nombre limité de Bitcoin, donc c'est une ressource rare, et puis c'est la blockchain, donc ça tout un écosystème de valeurs qui se construit dessus, donc il y a une valeur intrinsèque. Alors après, le cours, il peut aller plus vite que la musique. On était en décembre, on est monté à peu près à plus de 15 000 euros, on est tombé à 6 000, 5 000 il y a 2 semaines. Bon, le cours est très volatile, j'explique aussi, mais il y a une valeur intrinsèque qui est indéniable, quoi. Et moi, pour terminer, je dirais c'est plutôt notre économie qu'une bulle, c'est-à-dire c'est plutôt nos systèmes bancaires actuels, nos systèmes monétaires actuels qui est basé sur de la dette, qui est une bulle. Il y a un institut anglais qui a récemment estimé que le total de la dette publique et de la dette privée au niveau mondial représentait 324% du PIB mondial. Donc on a une dette plus de publique et privée, hein, État qui est plus de 3 fois la création de richesse en un an. C'est une dette qui est nettement supérieure au niveau de 2008, qui est extrêmement inquiétante. Alors pour l'instant, elle est soutenable parce qu'on est à des taux zéro ou très faibles, mais justement, ça est en train de se terminer a priori. On voit les taux longs qui commencent à remonter aux États-Unis, et c'est plutôt cette bulle-là qui risque d'exploser. Et quand elle explosera, ceux qui auront du Bitcoin, ils seront plutôt à l'abri par rapport à ceux qui auront de l'assurance vie en euros, quoi. Voilà. Un conseil, écoute. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Avant de faire de la modération, je voudrais ajouter un petit quelque chose à ce que vous venez de dire. Il faut se rendre compte que la question monétaire
est un débat qui a toujours existé, et si on entre un petit peu dans l'histoire, on fera apparaître que personne ne sait comment ce qu'on dénomme aujourd'hui monnaie a été créé. On peut dire qu'il y a deux grandes perspectives. La perspective de ceux qui jugent que ce sont les hommes de l'État qui ont créé la monnaie, et un certain nombre d'économistes qui considèrent que la monnaie est le fruit des échanges dont conviennent les gens les uns avec les autres. Eh bien, en dépit de cette alternative, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, avec le Bitcoin, on change d'ère monétaire. Jusqu'à présent, on était dans une ère analogique qui faisait intervenir des écrits, des lettres, des images, et on passe à l'ère numérique, où cette fois, ce qui importe, ce sont les chiffres. Mais pas les chiffres qui tombent du ciel, les chiffres qui sont créés au travers du système dont vient de vous parler Philippe Herrlin, qui est un système technologique construit, là encore, par vous et moi, par les êtres humains. Les hommes de l'État n'ont strictement rien à voir là-dedans, si ce n'est qu'ils veulent essayer de maintenir les privilèges qu'ils se sont donnés depuis, je dirais, que les historiens se sont intéressés à leur compte. Il ne faut jamais oublier que ces fameuses pièces de monnaie qui aujourd'hui, aux yeux des uns et des autres, n'ont plus aucune valeur, ces pièces de monnaie ont été mises sous monopole par les hommes de l'État. Ils se sont arrogés le droit de produire de la monnaie. Et cela, sous quel titre ? Pour vous protéger contre la contrefaçon. À l'expérience, on se rendra compte que ce sont eux les premiers à faire de la contrefaçon. Les dévaluations des monnaies, ce sont eux qui se sont accordés ce nouveau privilège. Cela étant, les banques ont trouvé le moyen de limiter toutes ces dérives de la monnaie en créant ce qu'on appelle les coupures de billets ou ce qu'on appelle les comptes bancaires. Cela nous situe au XVIIIe siècle. Eh bien là encore, les hommes de l'État, au prétexte de vous protéger contre la contrefaçon, ont décidé de mettre en place une banque centrale. Les banques centrales sont apparues en Angleterre, en Hollande, à la fin du XVIIe siècle. Aux États-Unis, la Banque centrale des États-Unis n'apparaît qu'en 1913. Elle n'a que 100 ans d'âge. Mais ça n'a pas suffi. Avec cette création des banques centrales, les hommes de l'État ont fait en sorte que la Banque centrale mette sous tutelle les autres banques dites banques commerciales, croyant que ce serait une meilleure façon d'empêcher la contrefaçon. Qu'à cela ne tienne, arrive la guerre de 14-18, arrive la décision des hommes de l'État d'interdire la conversion des coupures de billets et les comptes bancaires en monnaie, or et argent. Cela n'a pas suffi. La Banque des États-Unis, en 1933, décide d'interdire
aux Américains de détenir de l'or. Je parlais d'or et d'argent parce qu'en France, on a tendance à mettre l'accent sur l'argent plutôt que sur l'or. D'ailleurs, dans votre discours quotidien, vous parlez d'argent au lieu de parler de monnaie. Ceci est, selon moi, le meilleur facteur de montrer la non-compréhension de ce qu'on dénomme la monnaie. Bref, on aurait pensé que cela était terminé. Eh bien non, et Philippe Herrlin vous a dit ce qu'il en a été en 1971, quand Richard Nixon a décidé d'interdire la conversion des dollars en or aux banques centrales et autres organismes financiers internationaux, les seuls qui avaient encore la possibilité de procéder à cette conversion. Et l'un de ceux qui se sont opposés à cette situation a contribué à la création de la LEPS, c'est justement Jacques Rueff. Et je ne saurais trop vous conseiller, si vous avez des ouvertures sur les marchés de livres, de lire son ouvrage intitulé « Le péché monétaire de l'Occident ». Le péché monétaire de l'Occident est justement la démonstration de tous les méfaits, il n'y a pas d'autre mot, de tous les méfaits que les hommes de l'État nous ont distillés depuis des millénaires, depuis qu'ils se sont donné le privilège de la monnaie. Eh bien justement, le Bitcoin, c'est le moyen de sortir de ce système. Ce système technologique original qui a vu en fait son apparition au milieu du XXe siècle, avec ce qu'on appelle la théorie de l'information, avec la théorie des ordinateurs, eh bien, est le moyen de mettre de côté tous les méfaits des hommes de l'État qui se sont donné le privilège. Autrement dit, je voudrais que vous ne voyiez pas dans ce principe du Bitcoin une affabulation, c'est une réalité qui dès à présent est tout à fait dénaturée par les propos des journalistes. Je ne pense même pas aux hommes politiques, ce n'est pas notre ministre des Finances actuel qui a fait strictement rien en théorie économique, qui peut comprendre le principe même du Bitcoin. Bien, il a quelques conseillers techniques qui peut-être lui disent des mots sur le sujet, mais c'est vraiment dérisoire. Autrement dit, c'est à vous, c'est à chacun d'entre vous de comprendre le système dans lequel on se trouve, qui est à mettre en parallèle avec les pièces de monnaie. Au lieu que ce soit cette pièce, ce qu'on appelait aussi... Oui, c'est ça. Bon, au lieu que ce soit sonnant et trébuchant, aujourd'hui, c'est tout à fait sans résonance, et ça passe par les ordinateurs, par les smartphones. Et rien ne justifie toute réglementation, toute législation de la puissance publique sur ce domaine. J'en ai terminé à un mot près. Pour justifier en fait le système qu'ils avaient en main, les hommes de l'État ont en fait changé au XXe siècle le processus. Au lieu de dire qu'ils se donnaient le monopole de production de la monnaie pour vous protéger contre la contrefaçon, ils ont le culot de dire que
l'activité économique et l'emploi sont des conséquences de la monnaie. Et je renverrai dans un même ensemble keynésien et monétariste pour qui la variation de la quantité de monnaie est, dans le bon sens, va permettre l'augmentation de l'activité économique et de l'emploi, ce qui est une absurdité dans le cadre de l'économie dite autrichienne. Bien, j'en ai terminé. Nous attendons. Philippe Arlan attend, monsieur. Bon, d'abord, merci pour ce Plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Le plus fort Plus possible. fort. D'accord. Bon, on a vu que les politiques et les journalistes avaient une méconnaissance de ce phénomène de la doctrine. Est-ce que le milieu des économistes et des professeurs d'économie, comment considèrent-ils... Je crois que c'est pire. Vous en faites partie. Leurs étudiants doivent leur poser la question. Bon, moi, j'enseigne pas, donc... mais quand on voit les sommités qui s'expriment, comme Jean Tirole ou d'autres, la plupart comprennent pas et voient ça de haut, quoi. Mais en même temps, il faut comprendre, quand on regarde quelles sont les personnes qui n'aiment pas Bitcoin, c'est les directeurs de banques centrales, c'est les ministres de finances, c'est les prix Nobel d'économie, Klugman, Tirole, etc. C'est les grands chefs de banque, le patron de JP Morgan, qui a même été insultant là-dessus. Bon. En fait, c'est les gens qui sont dans le système et qui en profitent. Ils sont dans le système actuel de l'argent dette et tout ça. Ils sont au sommet, ils vivent très bien, ils en profitent. Donc, ils ont aucune. Ils ne peuvent être que gênés, que provoqués par quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, qui est né sans qu'on leur demande la permission et qui connaît du succès et qui fonctionne de façon radicalement différente du monde dans lequel eux ils fonctionnent. Donc ils ne peuvent que détester. Voilà. Donc maintenant, comme ils ont à peu près tous dit que le Bitcoin allait retomber à zéro, bah, on va voir, comme il ne va pas retomber à zéro, au partir d'un moment, ils vont commencer à se dire peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris, quoi. Et là, ça va être amusant, quoi. C'est-à-dire Tirole, quand on va y reposer la question, un journaliste va y reposer la question dans 2 ans, dans 5 ans. Au fait, le Bitcoin, il est à 50 000, là, il est toujours pas retombé à zéro. Qu'est-ce que vous pensez toujours que c'est une bulle? Ah non, écoutez. Bon. Enfin voilà, après, ça va. Il faut compter sur la réalité pour que ça change, quoi. Voilà. Mais au niveau des économistes, il n'y en a pas tellement qui s'y intéressent ou qui en parlent. Il y en a quelques-uns. Enfin, de temps en temps, je vois passer des tribunes ou des articles. Il y a quelques universitaires qui en parlent en bien, qui comprennent et qui le défendent, mais il y en a quand même assez peu. Ça reste marginal pour l'instant. Monsieur, oui. Moi, je suis journaliste, mais j'ai 2 questions à vous poser. La première, il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi vous représentez sur votre livre le Bitcoin par une pièce de monnaie? Oui. D'où est-ce que ça vient, ça? Alors ça, oui, parce que ça peut sembler contradictoire. D'accord, je dirais pas. Ça vient puisque c'est soi-disant une monnaie Non, mais... numérique, etc. Et on la représente, et vous dites que c'est pas une image, c'est pas analogique, et c'est numérique. Et pourquoi, alors, constamment, cette représentation, enfin, qu'on veut illustrer un article du journal, d'ailleurs, mais d'où est-ce que ça vient? Moi, je ne sais pas. C'est une façon de rendre concret quelque chose qui est difficile à percevoir au premier abord, mais c'est vrai que ça va à l'encontre de l'idée même, mais ceci dit, ça a réellement existé. Il y a eu un fabricant qui a fabriqué des pièces qui valaient effectivement 1 Bitcoin, et la clé privée était sous une sorte de vernis qu'il fallait enlever, donc... C'est un peu... une image, non, mais ça fonctionnait vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un fabricant, il fabriquait des pièces d'une valeur d'1 Bitcoin, qui valaient effectivement 1 Bitcoin, donc on pouvait les échanger, on pouvait s'en servir comme pièces, on pouvait les échanger, et ensuite si on voulait récupérer ce Bitcoin sur son compte perso, à ce moment-là on devait gratter une partie de la pièce,
il y avait une clé privée, on la rentrait, et à ce moment-là, la pièce n'avait plus de valeur. Un peu comme un ticket de loto, Oui. si la partie grisée est grattée, Ça reste une il ne vaut plus rien. représentation physique. Mais ceci dit, ça a réellement existé. C'est pour ça que c'est resté comme image, parce que c'est une façon de se raccrocher à quelque chose de visuel et de concret. Voilà, mais ça Attendez, ça a j'ajoute- réellement existé. Et peut-être J'ajouterais, que ça va réexister un jour. Ben, ce sera peut-être des dixièmes de Bitcoin, parce qu'aujourd'hui ça va un peu cher, mais peut-être que ça pourra réexister un jour. j'ajouterais à ce que dit Philippe Perlin, Bitcoin, c'est un anglicisme. En français, on devrait parler de pièces d'unités numériques. C'est Bit. la même chose. Ah non, non, c'est que cette pièce d'unité numérique, vous l'avez dans votre ordinateur, dans votre smartphone. C'est comme Bitcoin, c'est la traduction de Bitcoin. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Mais pourquoi, enfin bon, mais ça n'ajoute rien de le traduire en français. Enfin, moi je veux bien le traduire en français, mais c'est la même chose. Si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitcoin a deux façons d'être envisagé, soit en tant que marque juridique, c'est la marque juridique des créateurs du Bitcoin avec un grand B, et Bitcoin avec un petit b, eh bien c'est ce qui va de pair avec la blockchain pour tous les échanges entre J'ai une deuxième question, mais je me demande si vous n'avez pas répondu déjà. C'est que la prochaine étape des banques centrales, ça va être, me semble-t-il, d'interdire la convertibilité du Bitcoin en euros ou en dollars. Non, ça c'est impossible ça. Ouais. Non, ça c'est impossible. Enfin, interdire la convertibilité, c'est impossible. Parce qu'il y aura toujours des places de marché qui permettront de le faire. Et enfin, il faudrait. Faut dire un mot sur la différence entre convertibilité et échange sur un marché. Parce que convertibilité, dans les anciennes monnaies, ça avait un sens précis. C'était des billets qui étaient convertibles en or. C'est-à-dire qu'une banque s'était engagée à donner de l'or. Ça n'existe pas. D'accord. C'était d'accord. Personne nous a promis des euros parce qu'on avait des bitcoins. Non, non, bien sûr. On peut Voilà, toujours ouais. essayer de les échanger. Voilà, on peut les échanger, mais personne n'a promis. Ils ne sont pas convertibles. Philippe Simoneau, oui. Oui, je veux juste me référer au titre de votre livre, cher confrère. Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin aujourd'hui? Alors oui, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui se disent, pensent que c'est trop tard pour en acheter. Moi, j'explique qu'on n'est qu'au début. Et il ne faut pas regarder le cours, parce qu'on peut se dire, évidemment, aujourd'hui, il est à peu près 8000. Il valait quelques euros en 2010-2011. Bon, ça a déjà fait un multiple énorme. Donc ça ne peut plus continuer de monter. En fait, si, il ne faut pas regarder le cours, il faut regarder la capitalisation. Capitalisation, c'est le nombre de bitcoins en circulation. Donc il n'y en a pas plus de 21, mais ils sont créés progressivement. Bon, je explique comment. Actuellement, on est à peu près à 17 millions de bitcoins en circulation. Si on prend un cours de 10 000 euros pour simplifier, on est presque, ça fait 170 milliards d'euros. Et si on prend la totalité des crypto-monnaies, partant du principe que Bitcoin reprend à peu près la moitié, ouais, ça fait en grosso modo 300 milliards. Bon, 300 milliards d'euros au niveau de la planète financière, c'est une tête d'épingle. Hein, par rapport au marché boursier, au marché obligataire, ou ça, c'est vraiment 3 fois rien. Donc, compte tenu du fait que Bitcoin et blockchain, c'est un changement de paradigme, compte tenu du fait que ça va impacter plein de secteurs, ça ne peut pas en rester là, quoi. Voilà. Si ça en reste là, ça veut dire que c'est un échec, quoi. Donc ça ne peut pas en rester là, et ça peut... Je consacre un chapitre, le Bitcoin à 100 000 euros, est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Bon, je considère que dans les années qui viennent, c'est tout à fait envisageable, quoi. Donc ça peut encore faire x10 par rapport à aujourd'hui. Donc on n'est qu'au début du phénomène. Quand on regarde le taux d'adoption, il y a moins d'1% de la population mondiale qui détient des Bitcoins. Et le nombre de gens ou de secteurs qui sont impactés plus ou moins directement par des services tournant sur la blockchain, il est encore extrêmement faible. Donc on est au tout début de l'adoption, on est un peu à Internet en 1995, quoi. Il y a toutes les autres monnaies, il y a les 1300 autres oui, voilà. qui peuvent devenir 10 000. Il n'y a Oui, pas bien de sûr. limite alors. Ah ben non, mais après c'est le marché qui choisit, et c'est la valeur. C'est la valeur qui est accordée par le marché, parce que sur les 1300 qui existent, il y en a plein qui disparaîtront, il y en a qui réussiront. Bon voilà, il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines, qui vont réussir à percer, d'autres non. Ma question, faut-il pas mieux acheter d'autres monnaies? Oui, mais c'est plus risqué, parce que sur le Bitcoin, c'est à la fois une monnaie qui est déjà largement utilisée, et puis je parlais tout à l'heure des limitations du Bitcoin, parce que les commissions sont un peu trop élevées, etc. Et la blockchain n'est pas forcément facile à programmer, en tout cas moins que d'autres. Ça, c'est en train d'être corrigé. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes avec, je ne vais pas développer, Lightning Network, qui permettent de faire des paiements sur des canaux dérivés, en gros. Et il n'y a que le solde qui est inscrit dans la blockchain. Donc ça va permettre de faire des transactions
en grand nombre, très rapide, à des coûts quasiment nuls. Et donc, ça va permettre au Bitcoin de redevenir compétitif par rapport au Ripple, à Bitcoin Cash et à toutes ces monnaies-là spécialisées dans le paiement. Et puis pour la partie blockchain, comme ils se sont fait un peu piquer le marché par Ethereum, ils sont en train de développer aussi avec RSK un mécanisme qui permettra de mieux utiliser la blockchain. Et, alors, c'est la communauté des développeurs de Bitcoin qui est la plus importante, et c'est aussi ça qui fait qu'on peut avoir confiance dans le Bitcoin, c'est qu'ils réunissent une communauté de développeurs très importante, très compétente, qui améliore les capacités du Bitcoin. Mais à Ethereum, il y a aussi une communauté importante, voilà. Et c'est d'ailleurs un indice qui permet de distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est de voir quelles sont les compétences en informaticien qu'il y a derrière ces monnaies-là, est-ce qu'il y a régulièrement des mises à jour, est-ce qu'il y a régulièrement des améliorations. C'est voir, pour juger d'une monnaie, il faut regarder l'écosystème, il faut regarder les programmeurs, il faut voir le nombre de sociétés qui l'utilisent, il faut regarder l'écosystème. C'est ça qui permet de déterminer si une monnaie a de l'avenir ou pas. Et Bitcoin a l'écosystème le plus important. Ensuite, il y a Ethereum. Voilà, ensuite, il y en a d'autres. Ripple, mais Ripple, c'est une monnaie faite par les banques pour les banques. Donc, Et la consommation d'énergie, pas pareil. alors, la consommation d'énergie, oui. Attendez, on tourne un petit peu. Monsieur, oui. Oui. Bonjour, mon ami Jean-Pierre a parlé en tant que journaliste. Moi, je parle en tant qu'ancien chercheur et enseignant, j'en fais toujours. J'ai notamment enseigné dans ces domaines. Alors, il y a un double problème. Le premier, c'est l'ambiguïté. Vous dites, il y a 2 minutes, ça va peut-être monter à 100 000. Why not? Mais en quoi est-ce que ça confère la qualité de monnaie? Est-ce autrement dit, est-ce une monnaie ou est-ce un instrument de placement? Parce que les enseignants de politique monétaire, j'en connais beaucoup, commencent la section 1, paragraphe 1 du premier chapitre, par les 3 fonctions de la monnaie. Et quand on met le Bitcoin en face, c'est pas si évident que ça. Parce que si j'ai dans ma poche une monnaie dont la fluctuation quotidienne est 10 ou 100 fois celle de 2 monnaies habituelles, disons, qui sont en régime de change flottant, genre euro versus dollar, la fonction de réserve de valeur, elle n'est pas évidente. Alors, il faudrait faire une analyse coût-avantage que je n'ai pas faite, parce que je veux me servir du Bitcoin. Si ce n'est pas pour un instrument de placement, je me demande pourquoi. Donc, je vais transformer, je dois payer un type aux États-Unis qui veut du dollar. Je dois transformer de l'euro en Bitcoin, ça traverse l'Atlantique sur un ordinateur, le type transfère le Bitcoin en dollars, il y a un double risque de change. Je veux dire, c'est pas évident du tout à expliquer, c'est peut-être pour ça que les profs n'en parlent pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Donc est-ce du placement? Est-ce vraiment de la monnaie? Qu'est-ce que c'est vraiment? Alors c'est les deux, justement, c'est pas qu'une monnaie, parce que justement avec le côté blockchain, il y a un écosystème des services qui se développent, donc je dis, si on investit dans Bitcoin ou dans Ethereum, c'est un peu comme si on pouvait investir dans Internet en 1995. Quoi. Bon, c'est comme si on avait pu acheter des actions Internet en 1995. Ça aurait pris de la valeur, sans qu'on puisse vraiment percevoir à l'époque ce qui allait se faire, parce que c'était... Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, sur l'aspect paiement et placement, en fait, ce qu'on observe concrètement, c'est que nous, aujourd'hui, en France, on n'a pas vraiment d'intérêt à payer en Bitcoin. On a l'euro qui est une monnaie stable, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis en plus, il n'y a pas de contrôle de l'échange. Si on veut acheter des dollars, on n'a aucune autorisation à demander, on achète autant qu'on veut. Mais il faut savoir que cette liberté-là, qui nous semble naturelle, elle est extrêmement rare dans le monde. La plupart des pays dans le monde, ils ont une monnaie qui est encore plus manipulée que la nôtre, donc avec des fluctuations énormes. Alors je ne parle même pas du Venezuela où la monnaie s'effondre, mais tous les pays qui dépendent surtout d'une ou deux matières premières pour leurs exportations, leur monnaie est corrélée au cours des matières premières, elle fait du yo-yo, il y a de l'inflation importée, il y a souvent du contrôle de l'échange qui fait que ça freine le commerce. Et donc on constate en Amérique du Sud et en Afrique que le Bitcoin est pas mal utilisé pour des transactions, pour des paiements, pour des transactions de pays à l'autre ou à l'intérieur d'un pays. Au Nigeria, par exemple, il y a des milliers de commerçants qui achètent le Bitcoin. On peut payer plein de choses au Nigeria en Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est utilisé. Et quand on regarde dans les pays occidentaux, donc Japon, Europe, États-Unis, là, c'est plutôt utilisé comme moyen de placement. Les gens qui achètent des Bitcoins, c'est un placement, c'est une diversification de leur épargne. C'est pas tellement pour payer. Alors peut-être que ça sera plus tard, mais voilà. Et sur la volatilité, bon,
comme ça pèse que 170 milliards aujourd'hui, c'est normal que ça soit volatile. Bon, quand ça pèsera 10 fois plus, ce sera un peu moins volatile, mais c'est sûr que cette volatilité-là, on ne peut pas avoir des prix en étiquette en Bitcoin pour l'instant. Madame, Plein de questions, mais ça a déjà été posé, pourquoi de la spéculation. Et puis aussi, puisque c'est pas convertible, comment est-ce qu'on peut faire des transactions basées sur quoi? Comment est-ce qu'on peut décider du montant? Alors, convertible. On peut échanger du Bitcoin contre des dollars, de l'euro, ou du yen, ou du yuan, en fonction du prix du marché. On va sur une place de marché, les places sont très liquides, donc on peut le faire instantanément. Et justement, on peut faire ce genre d'opération où, si vous voulez envoyer de l'argent, parce qu'actuellement, pour envoyer de l'argent dans les pays étrangers, notamment tout ce qui est pays émergents, les gens passent par Western Union qui prend des commissions énormes. Bon. Et à la maison du Bitcoin, ils ont beaucoup de gens qui sont en fait des immigrés qui viennent acheter du Bitcoin pour l'envoyer dans leur pays d'origine parce que ça leur coûte beaucoup moins cher. Pardon? C'est comme l'euro, finalement l'euro n'est pas convertible, mais on peut l'échanger contre les dollars. Oui, voilà. Voilà, donc Alors, par contre, je fais quand même une remarque, ça reste très élitiste à mon avis, parce que comme c'est fondé à la fois sur la technologie, sur l'informatique et en même temps sur la finance, et la finance compliquée, ça reste interdit à pas mal de gens. Non, parce que ça c'est le fonctionnement, parce qu'il faut en passer par là si on veut vraiment comprendre, si on veut investir ou si on veut, par intérêt intellectuel, il faut en passer par là, mais pour ce qui est de l'utilisation, on peut tout à fait imaginer une société qui va concurrencer Western Union, qui va dire vous envoyez de l'argent aux États-Unis, ils vont passer par le Bitcoin, mais à la limite, ils ne vous le diront même pas. C'est-à-dire qu'il y aura un service qui sera offert, et eux, ils s'occupent de toute la partie technique, oui, mais moi, je transfert. Mais justement, les citoyens lambda, ils utiliseraient des services qui seront basés soit sur des crypto-monnaies, soit sur des blockchains, mais sans que ça lui soit dit. C'est simplement la société proposera un service qui sera plus rapide et moins cher que d'autres, et ça passera par la blockchain, mais on n'aura pas besoin de comprendre la blockchain pour savoir comment ça marche. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, enfin pour nous dans cette salle, pour un certain nombre en tout cas, 99% des écrits sont le fait d'informaticiens. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une difficulté de compréhension. oui, attendez, monsieur. Est-ce qu'il y a actuellement un marché d'échange des crypto-monnaies? Alors, une particularité, c'est qu'en fait, il y en a plusieurs. On ne peut pas dire qu'il y a un prix du Bitcoin en euros. Parce qu'il y a plusieurs places de marché. Donc il y a les grosses en Europe, c'est Kraken, c'est Bitstamp, Coinhouse, bon voilà, des noms importants que je donne. Mais il y a des petites différences de cours. Et le marché n'est pas suffisamment liquide pour qu'on puisse faire de l'arbitrage, c'est-à-dire acheter où c'est moins cher et puis revendre sur la place où le Bitcoin est un peu plus cher et puis empocher la différence. Il n'y a pas encore suffisamment de liquidité, ce qui fait qu'il y a des petits écarts qui ne sont pas importants mais qui existent. Donc voilà. Et alors, par contre, sur CoinMarketCap, qui est un peu le site de référence, ils font une moyenne de toutes les places de marché. Donc, comme ce sont des monnaies généralistes, est-ce que ces monnaies vont se spécialiser, par exemple, sur les matières premières, sur des produits agricoles, sur les produits industriels, ou est-ce qu'on peut même imaginer que les États y mettent aussi leur crypto-monnaie? Alors, ça c'est deux questions différentes. Il y a des monnaies en dehors. Oui. C'est pas aussi évident que d'acheter de la crypto-monnaie aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais. Quand vous dites on peut. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure où je n'étais pas tout à fait d'accord. On ne peut pas forcément sortir son argent de France, même en euros. Il y a des instructions, essayez de sortir une grosse somme. Vous aurez des blocages. Alors que par la crypto-monnaie, on pourrait le faire. Mais pour accéder à la crypto-monnaie, c'est pas aussi simple que ça. Oui. Pour en acheter, il faut du temps. Ah, c'est vrai. Il faut pas avoir la convertibilité. Non, c'est vrai. Il faut ouvrir un compte sur une place de marché, il faut envoyer sa carte d'identité, un justificatif de domicile. C'est plus simple d'acheter son banquier pour acheter l'assurance vie. Non, mais ça, c'est clair. Mais ceci dit, c'est en train de changer parce que les institutionnels sont en train d'entrer sur le marché et bientôt, il va y avoir des offres. Il y a déjà quelques banques qui proposent à leurs clients d'acheter du Bitcoin. Donc à ce moment-là, on appelle son banquier au téléphone, on dit j'achète tant de Bitcoin et puis c'est géré par la banque. Donc, et ça va faciliter l'afflux de personnalités qui vont venir sur les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, ça reste un peu complexe. Il faut créer des comptes, ça prend un peu de temps, c'est clair. Il y a un coup d'entrée pour l'instant. Monsieur? Merci. Donc, je voudrais revenir sur la problématique, la question de l'achat du Bitcoin, plein dans le sujet. Plus fort, si aujourd'hui j'ai pas d'intention transactionnelle, j'achète du Bitcoin, c'est forcément spéculatif. Donc si on se met tous aujourd'hui à suivre votre conseil, le Bitcoin va monter instantanément, un peu comme les actions du Mississippi, puisqu'on parlait tout à l'heure
la post-monnaie. Voilà, donc c'est très simple en fait. Si j'ai pas d'intention transactionnelle, il y a une spéculation, ipso facto. Pour moi, la valeur aujourd'hui du Bitcoin, c'est le nombre de aujourd'hui qui vont se dire en sortant, je vais acheter le Bitcoin, ça va pas monter. Pourtant, il n'y a pas de transaction. Si on veut le vendre, on gagnera grâce à vous. Oui, mais ça repose pas uniquement là-dessus. Non, en même temps, il baissera. Non, mais donc c'est le fait de les garder, les avoir achetés, de les garder sans transaction qui fait monter la valeur. Il n'y a pas de transaction. Enfin, il y a quand même des transactions parce qu'il y a aussi l'écosystème, mais c'est pas uniquement le fait que les gens en achètent qui fait monter, parce que s'il y avait que ça, ce serait cassé la figure depuis longtemps. Ça, c'est plutôt un type Ponzi où il y a pas de justement il y a aucune valeur intrinsèque et les gens y croient, ils pensent que ça vaut. Par exemple pour Mississippi, les gens étaient convaincus que le Mississippi c'était un nouvel Éden, il y avait plein de matières premières, de matières agricoles, et que donc ça allait conférer de la valeur aux actions de Mississippi. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Alors que des projets qui se lancent sur la blockchain, ça c'est réel, c'est concret, ça existe, c'est vérifiable. Mais combien ça vaut? Ah bah combien ça vaut? Alors parfois ça va plus vite que la musique, parce qu'en l'automne, en novembre et en décembre, il y a une progression du cours qui était vraiment très rapide. Et là justement il y a eu un effet d'emballement. C'est pas une bulle, mais il y a des effets bullaires dans le Bitcoin, ça on est d'accord. Quand on regarde le cours, il y a des effets d'emportement. Hier, j'étais à la maison de Bitcoin pour faire une dédicace. Ils m'ont dit en décembre, ils n'arrivaient plus à faire face. Tellement de gens voulaient acheter du Bitcoin, alors qu'il valait très cher. Alors que là, en janvier, le cours s'est cassé la figure. Et ce serait plutôt le moment d'acheter. Ils ont personne. Enfin, ils ont nettement moins de monde. Donc, les gens, voilà, parce qu'il y a des gens qui ont des comportements un peu moutonniers. Et puis justement, c'est les gens qui achètent sans se poser la question de savoir ce que c'est réellement. Donc, ils achètent parce que ça monte et qu'on en parle dans les journaux. Et puis quand ça se casse la figure, ils pensent à autre chose et ils vont sur la bourse. Bon. Ça c'est pas un comportement d'investisseur averti, quoi. Il faut se poser la question sur l'actif qu'on achète, que ce soit l'immobilier, le Bitcoin ou la bourse ou l'action, pour comprendre ce qu'il y a. Oui, c'est la Est-ce que ces monnaies vont pas se spécialiser sur des... Alors si, justement, si. Alors voilà, je vais revenir là-dessus parce que. Oui. Il faut qu'il y ait de l'échange. C'est pas de l'or qu'on va mettre dans un coin. Oui. Alors ça c'est un aspect important à comprendre. J'ai parlé des monnaies qui se créent, qui se spécialisent sur le paiement, la facilité de paiement comme Ripple, Bitcoin Cash, etc. Il y a des monnaies qui se spécialisent sur la blockchain pour développer des services de blockchain comme Ethereum, Neo, EOS, etc. Et il y a aussi des monnaies qui se développent sur un service spécifique. Par exemple, pour prendre une qui fait partie des 20 premières, qui s'appelle VeChain. VeChain, ça sert à lutter contre la contrefaçon et donc à suivre les produits du fabricant jusqu'au distributeur avec des systèmes de code barre ou de QR code qui sont scannés aux différentes étapes. Et toute cette information-là, elle est mise en commun entre les différents participants sur une blockchain. Alors une blockchain privée pour le coup, parce que c'est pas forcément ouvert à tout le monde, mais sur une blockchain, et ça permet à tout le monde de bien s'assurer que tel produit suit tel processus, qu'il n'y a pas de contrefaçon, quoi. C'est une façon de s'assurer. Voilà. Et récemment, pour rester un peu dans ce domaine aussi de tout ce qui est gestion logistique qui est important, il y a IBM et Maersk qui ont signé un accord pour faire une blockchain, parce qu'il faut savoir, par exemple, pour le transport de containers, qui est un aspect important du commerce mondial, le transport de containers, il y a presque 20% du prix qui est dû à des coûts administratifs au back-office, parce que à chaque fois qu'un container franchit une frontière, il y a des histoires de douane, il faut faire circuler l'information entre le transporteur, le financeur, le fabricant, le distributeur, etc. Et ça génère des coûts administratifs, des coûts de back-office énormes, ça fait presque 20% du prix du container. Et là, la blockchain a un rôle à jouer, parce qu'en faisant... La blockchain permet de mettre en commun toutes ces informations, premièrement de façon transparente, entre les différentes parties prenantes du transport du container. Et l'intérêt de la blockchain, parce que vous pourriez me dire, bon, ça on peut déjà le faire, on peut faire une base de données accessible à tout le monde. Mais l'intérêt de la blockchain, c'est que personne ne peut la modifier. C'est-à-dire la blockchain garantit l'intégrité des informations. De la même façon, quand on dit qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins, c'est parce que la blockchain, on ne peut pas aller la modifier pour créer 22 millions de bitcoins, c'est pas possible. Donc il y a une intégrité et une transparence qui fait que c'est parfaitement adapté pour ce genre d'informations, quoi. Et donc par exemple, alors, sur les transports de containers, à l'évidence, la blockchain va apporter une réduction de coûts. Et ça, c'est de la valeur, quoi. Voilà, c'est de la valeur qui va se transmettre à l'écosystème des crypto-monnaies. Et c'est ça, voilà, c'est la traçabilité du produit. Voilà. VeChain, c'est dirigé par l'ancien patron de Louis Vuitton Chine.
Donc quelqu'un qui est bien informé des problèmes de contrefaçon. Et voilà quoi. Elle est 16e en termes de capitalisation, ce qui fait partie des grosses quoi. Voilà. Si on commercialise un produit sur cette crypto-monnaie, on a des acteurs aujourd'hui? Non, alors c'est pas. Enfin, on commercialise pas. Eux, ils sont pas là pour commercialiser, ils sont là pour vérifier que les circuits commerciaux sont intègres et qu'il n'y a pas de contrefaçon. Voilà. Donc vous avez un produit, vous signez un accord avec Vechen, et à ce moment-là, vos produits, à chaque fois qu'ils passent des frontières, des entrepôts, ils sont scannés avec un code barre, etc. L'information va aller dans la blockchain, et donc vous pouvez vérifier, et toutes les personnes avec qui vous êtes en contact, vos transporteurs, distributeurs, etc., auront accès à cette information, et cette information, elle ne peut pas être modifiée de façon malhonnête, parce que c'est sur la blockchain, donc l'intégrité de l'information est garantie. Voilà. Et donc ça, en termes de gain de temps et d'information, c'est énorme, et en termes d'écrasement des coûts, c'est énorme. Voilà. Donc ça, c'est un service, par exemple. Il y a d'autres services qui seraient, pour prendre un autre exemple, en Australie, il y a 2 sociétés qui sont un peu sur le même créneau, WePower et Power Ledger. Eux, c'est pour, si vous avez des panneaux solaires sur votre maison, vous pouvez les vendre directement en passant par la blockchain, sans être obligé de passer par un système centralisé, quoi. Donc c'est pour des systèmes où le marché de l'énergie est libéralisé, bah, ça permet de gérer, y compris des petites quantités qui seraient trop légères pour un système centralisé et coûteux. Ça permet de gérer des petites quantités et de diminuer les coûts et d'améliorer, d'optimaliser la répartition des consommateurs, des producteurs. Voilà. Donc c'est un autre exemple. Il y en a des centaines comme ça. Il y en a des centaines comme ça. Monsieur? Non? Ah ben je croyais. Alors, On peut dire que le Bitcoin embarque en partie dans sa valeur la valeur de la blockchain. Pour résumer. Voilà. Pas des services qui sont construits sur sa blockchain à lui, quoi. Qui pour l'instant sont encore faibles, mais qui vont se développer. Ouais. Donc il y a un actif associé. Voilà. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que la mafia ne risque pas de prendre le contrôle du Bitcoin? Alors non. Je vais vous donner Oui. un exemple. J'ai une excellente amie qui a une reprise de plomberie. Son ordinateur a été parasité et celui qui l'a parasité son ordinateur m'a dit: votre comptabilité est confisquée, je vous la rends à une seule condition, que vous me payez une rançon, et cette rançon va être payée en Bitcoin. En Bitcoin. Donc, elle s'est résignée, c'est ce qu'elle a fait. Elle a ensuite porté plainte à la police, qui a dit: nous ne pouvons absolument rien. Alors, est-ce que le Bitcoin ne facilite pas le blanchiment de l'argent? Point d'interrogation. Il peut y avoir ça. Et la mafia ne va-t-il pas s'en emparer? Alors vous en avez parlé avant l'arrivée de monsieur aussi tout à l'heure. Ouais, voilà, donc, parce que l'anonymat est quand même limité, donc même si un malfrat fait ça et demande une rançon en Bitcoin, on peut le tracer. Il y a des sociétés privées qui sont en train de se monter d'ailleurs pour pouvoir tracer les transactions au service des États ou des institutions qui luttent contre la fraude. Voilà, donc il y a... Quelqu'un qui n'est pas d'accord. Non, oui, excusez-moi un peu. Moi, je suis pas économiste du tout. Justement, j'ai appris par la programmation. Et ce que vous dites, c'est vrai dans un certain sens. Toutes les transactions sont publiques et on peut les désanonymiser si on veut. Mais on peut aussi anonymiser des bitcoins. C'est d'ailleurs un problème parce que 2 bitcoins n'ont pas forcément la même valeur, parce qu'il y en a un qui peut être passé par un site d'argent sale, de drogue, etc. Et un qui peut être tout neuf, juste tout frais, émis par un mineur. Et on peut se dire qu'un bitcoin qui a été sali, on peut avoir des problèmes avec la loi, etc. Donc 2 bitcoins, c'est un bitcoin, mais il y en a un qui est passé par là, ça peut se voir. Mais on peut anonymiser les bitcoins, par contre on ne peut pas cacher qu'on a anonymisé. On voit que c'est pas une transaction normale. Voilà. Et il y a aussi des moyens, parce qu'on peut passer par ces autres monnaies, ces autres altcoins, comme on dit. Oui, parce qu'il y a des monnaies qui sont spécialisées voilà, sur comme Monero ou autre. Voilà. Monero, Cash, etc. Oui, il y a des monnaies qui font en sorte... Donc on peut complètement être transparent, invisible. Alors il existe des monnaies, justement, Monero, Zcash, qui font en sorte que leur blockchain soit illisible. Si vous êtes rançonné, ne payez pas. Voilà, il ne faut jamais payer. Ne payez pas, parce que ça encourage les gens à continuer à rançonner. Et ensuite, vous n'êtes même pas sûr de récupérer vos données. Ne payez jamais la rançon, faites des copies de sauvegarde, c'est la seule solution. Mais dès à présent, on peut dire que la rançon existe pour n'importe quelle monnaie. Ça fait partie du paquet de virus. Non, pas en euros, c'est... Exactement. Voilà. Monsieur. Excusez-moi, je suis ni journaliste ni économiste. Vous avez le droit de parler quand même. Oui, aussi. Et je
je me suis un peu intéressé à la monnaie, j'essaye de m'intéresser à la monnaie, de comprendre ce que c'est. La première chose qu'on me dit quand on parle de monnaie, c'est une marchandise. Alors, puis maintenant, ouais, c'est ce que j'ai entendu. Et j'avais fini par comprendre ça. Maintenant, je ne comprends plus rien parce qu'on me parle de Bitcoin. Et je n'ai pas compris quelle est la différence entre ce Bitcoin et le dollar, par exemple. Puisque, finalement, je dirais, c'est aussi immatériel que le dollar. Le dollar est créé par la planche à billets. Et vous disiez tout à l'heure que, moi j'avais cru comprendre que le coût de fabrication des transactions était de plus en plus élevé et que c'était ce coût qui allait limiter à une asymptote la quantité totale de Bitcoin. Et ça me rassurait, parce que je me disais, finalement, c'est pas une marchandise, mais c'est quand même limité en quantité. Et là, vous nous dites qu'il y a de nouvelles manières de travailler la blockchain qui vont faire que finalement ces coûts supplémentaires vont être moins élevés que prévu au départ. Donc ça voudrait dire que la quantité de Bitcoin va augmenter à l'infini. Ah non, ça n'a rien à voir. La blockchain permet... Elle n'est pas fixée arbitrairement, elle est fixée... Non. Elle était fixée parce que dans l'algorithme... Dans l'algorithme même, voilà. Donc il y a 21 millions, ça c'est sûr. Alors que les dollars, la quantité de dollars, elle augmente suivant le bon vouloir de la Banque centrale, et pareil pour les euros. Et là, on n'a pas de contrôle, et c'est plus une monnaie. La monnaie n'est plus une marchandise aujourd'hui. Quand elle était reliée à l'or, il y avait un rapport avec quelque chose de réel. Là, depuis 1971, c'est plus la monnaie marchandise, c'est la monnaie dette. C'est la dette qui crée de la monnaie, donc et on est un peu dans une course où il y a de plus en plus de dettes, et donc ça, c'est inquiétant. Attends. Oui, monsieur. Oui, une question. C'est que dans le système monétaire actuel, où il y a une grande partie de la masse monétaire qui est créée ex nihilo par les banques secondaires, il faut dire ce que c'est que les banques secondaires. On dit que c'est des banques privées, mais c'est en réalité des banques privées qui ont passé un accord avec la banque centrale. Donc en gros, des banques privées qui appartiennent au clan proche du pouvoir et de la banque centrale. Pour dire les choses clairement, c'est le capitalisme de connivence et non le libre marché. Est-ce qu'on peut dire que les banques secondaires auraient intérêt à soutenir les crypto-monnaies pour essayer de conquérir de nouveaux marchés, parce qu'il y a des rivalités entre elles? Au contraire, quand elles sont en pacte avec la Banque centrale, elles seraient contre, ou elles seraient plutôt divisées sur le sujet, parce que certaines joueraient pour, joueraient contre. Donc, justement, est-ce que l'opportunité de la stratégie des crypto-monnaies, ça peut être de diviser les banques secondaires pour mieux régner d'une certaine façon, dans le sens où on peut en gros jouer les clans les uns contre les autres? Ça, c'est pas une possibilité, c'est-à-dire que les grandes banques qui fonctionnent avec les banques centrales, bon, ils n'ont pas intérêt à utiliser le Bitcoin, ils vont rester dans un système qui leur profite. Mais pour des petites banques, ça peut être une façon, le fait simplement de proposer un service en crypto-monnaie. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une néobanque, c'est-à-dire Revolut, qui est un peu l'équivalent d'Orange Bank en France ou de N26 l'Allemagne. Revolut, donc on crée un compte facilement sur Internet, sur son smartphone. Et depuis quelques mois, on peut avoir un compte en crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on peut, sur son compte Revolut, on peut vendre des euros pour acheter des bitcoins ou faire le contraire, tout en restant sur ce compte, ce qui est plus facile que d'ouvrir un compte sur une plateforme, etc. Et ça permet à Revolut de se distinguer par rapport aux autres néobanques comme N26 ou Orange Bank ou autres. Et à mon avis, Revolut a fait c'est une bonne idée et c'est un avantage comparatif. Et on peut imaginer que d'autres banques vont aussi rentrer sur ce terrain-là, de proposer des offres plus faciles pour le grand public pour acheter et sécuriser des crypto-monnaies. Donc ça peut être un élément qui permettra à des banques, soit des nouveaux arrivants comme les néobanques, soit des petites banques, de se distinguer et d'avoir un avantage comparatif par rapport aux banques installées qui, elles, resteront dans l'euro ou dans le dollar. J'ai bien compris, les très grosses banques ont tout intérêt à maintenir le système monétaire classique puisqu'elles en profitent. Ouais, voilà. Notamment par les droits de seigneurage qui est ça s'appelle comme ça la monnaie Xino qui fabrique. Par contre, les petites banques auraient tout intérêt à, on va dire, s'unir avec les crypto-monnaies pour... utiliser les crypto-monnaies comme un moyen de se différencier et d'offrir des services supplémentaires aux clients pour gagner de nouveaux clients. Oui. Il me semble que ce qui fait l'attractivité comme monnaie potentiellement du Bitcoin, c'est le fait qu'on ne paie a priori pas la TVA sur le Bitcoin. C'est comme si on faisait en cash ou du troc. Ah non, ça... non, il n'y a pas... La TVA, on ne paye pas... Enfin, non, quand on achète du Bitcoin, on ne paie pas de TVA, mais de la même façon quand on achète de l'or... Imaginons que tout on a échangé en Bitcoin et plus en euros, est-ce qu'on paie la TVA ou pas? Ah oui, parce que s'il y a des sites qui acceptent le Bitcoin, si on paye la TVA, et un site est obligé de déclarer la TVA. Alors, comme le Bitcoin est un peu moins facile à tracer que l'euro, il peut ne pas déclarer.
Mais ceci dit, quand il y a un contrôle fiscal, on regarde un peu les produits qui sont rentrés, ce qui est sorti, et si on voit une différence, ça veut dire qu'il y a eu de la fraude, quoi. Donc ça permet pas, enfin, ça peut permettre, mais ça, voilà. Autant que les espèces. Mais ça permet pas oui, quand on paye en cash à un restaurateur, il peut ne pas déclarer cet argent et se le mettre dans la poche. Et en Bitcoin, c'est à peu près pareil. Mais en Bitcoin, il y a une trace dans la blockchain, donc on peut le retrouver. Alors que le cash, c'est du vrai black. Donc, est-ce que l'intérêt pour un marchand ou un site marchand d'accepter le Bitcoin, c'est que par rapport à un paiement par carte bancaire, il y a moins de frais pas forcément, mais si les sites qui font ça, c'est parce que ça permet de toucher une clientèle. Pour ceux qui ont des bitcoins depuis longtemps, qu'on fait une belle opération, donc c'est toucher une clientèle qui a de l'argent en fait. Et puis c'est donner une image moderne, voilà, c'est pour ça. Madame. Je veux savoir qu'est-ce qui a justifié la limitation, la fixation de la quantité à 21 millions, et est-ce que c'est 21 millions pour l'ensemble du monde? Ah oui, c'est 21 millions de bitcoins. Ouais, et ce qui a justifié, c'est de sortir de la logique de la planche à billets dans laquelle on est de facto depuis 71 en fait, où il n'y a plus de déconnexion, donc à partir de là, voilà, on peut créer de la monnaie comme ça. Et c'est le fait de dire on fixe, et c'est pour ça qu'on peut parler d'or numérique, parce que la quantité d'or dans le monde, elle est aussi limitée. Bon, on en trouve à peu près 2 ou 3 000 tonnes par an, mais le stock global est estimé à 166 000 tonnes. Donc il est relativement stable, et ce stock-là, on sait qu'on peut pas fabriquer de l'or ex nihilo, voilà. Donc voilà, donc c'est aussi ça qui fait la valeur de l'or, c'est le fait que ça ne peut pas être créé artificiellement, voilà. Et les créateurs du Bitcoin et des crypto-monnaies ont voulu reprendre cette idée-là, de dire voilà, on ne pourra pas en créer à foison, il y a une quantité limitée, point à la ligne, quoi. Oui, alors quand même, tout votre raisonnement repose sur le postulat que la blockchain est absolument infalsifiable, inviolable. D'accord? Oui, enfin, oui. Oui. Qu'est-ce qui vous permet de prouver ça? Mathématiquement. Ah, mathématiquement. Alors, mathématiquement, je ne suis pas mathématicien, mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis que le Bitcoin existe, 3 janvier 2009, première transaction, le système Bitcoin n'a jamais été pris en défaut. Alors on peut dire jusqu'à maintenant, il va y avoir un signe noir. Mais ceci dit, oui, mais voilà. Mais ceci dit, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le code du Bitcoin, il est transparent, il est open source. Alors que vous, sur votre ordinateur Windows, il y a une partie du code Windows auquel vous ne pouvez pas avoir accès. Et donc peut-être que Windows ou la NSA a mis des backdoors pour choper le contenu, mais il y a une partie du code Windows de votre ordinateur qui n'est pas accessible. Alors que le code qui fait fonctionner le Bitcoin, il est public. D'ailleurs, n'importe qui peut le copier et puis changer quelques variables et puis dire j'ai inventé ma monnaie, elle s'appelle machin truc, et puis voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monnaies qui se sont créées comme ça, simplement en copiant le code informatique. Bon, en général, ça donne rien parce que. Mais voilà. C'est qu'il y a un concours de piratage permanent sur Bitcoin. Le prix se compte en milliards et pour l'instant personne n'a réussi. Non, enfin, en fait, les hackers, ils s'attaquent aux places de marché. Ils s'attaquent aux porte-monnaie. Sur la blockchain aussi, si on arrivait à s'envoyer soi-même des bitcoins, on pourrait gagner beaucoup d'argent. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont tentés de le faire. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Non, la seule crainte qu'on peut formuler pour l'instant théoriquement, c'est que quand on aura inventé l'ordinateur quantique, on pourra craquer les clés cryptographiques. Ceci dit, même on pourrait faire fonctionner le Bitcoin avec d'autres systèmes qui permettraient de lutter contre ça. Donc même l'ordinateur quantique ne pourrait pas menacer le Bitcoin. Voilà. Mais enfin, et encore, ça reste théorique parce que pour l'instant, l'ordinateur quantique, c'est sur le papier. Hein, enfin, le Bitcoin aurait une vie éternelle. Une éternelle parce que c'est une base de données qui est partagée, c'est pas lié à la matière. C'est pas situé sur un ordinateur, on pourrait dire, bon, un Picasso, ça va au bout de quelques milliers d'années, ça va se décomposer. Bon, l'or, on sait que c'est éternel. L'or, ça ne rouille pas. L'or, ça rouille pas, ça s'oxyde pas. C'est pour ça que ça garde la valeur, contrairement à l'argent ou d'autres métaux. Et le Bitcoin, c'est du code informatique et la blockchain, c'est une base de données qui est partagée entre plusieurs ordinateurs. Donc même s'il y avait genre une guerre nucléaire il y aurait toujours suffisamment d'ordinateurs. Enfin, il faudrait couper tout Internet. Alors peut-être qu'une bombe électromagnétique, je sais pas, ou une éruption solaire qui ferait sauter toute l'électricité sur la planète, là effectivement le Bitcoin disparaît. Mais enfin bon.
Peut-être nous aussi au passage. Hein, donc, Il y a bon. malheureusement déjà un cas réel, ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, lorsque les tours du World Trade Center ont été attaquées, les transactions continuaient à se faire, puisqu'elles étaient délocalisées. Oui, voilà. Oui, monsieur. Oui, tout à l'heure, vous parliez de changement d'air, vous parliez d'ubérisation, et c'est vrai que on est tous plus ou moins d'accord dans cette pièce, j'espère ailleurs, que si l'air passé a perduré, c'est parce que se sont mis en place des monopoles et se sont centralisés ces monopoles, et ces monopoles en fait profitent du système. Donc c'est pour ça que tout à l'heure vous étiez gentil, vous parlez de méconnaissance ou d'incompétence d'un ministre des Finances, alors qu'en fait c'est plus un mensonge pour ne pas reconnaître en fait qu'on ne veut pas que ça change parce que ça nous profite. C'est pas. Donc si on parle si on se restreint l'économie et donc à ces monnaies virtuelles, ce qui serait intéressant, c'est surtout de savoir, est-ce qu'on étudie en fait le ratio positif, ce qu'on appelle aussi l'ubérisation, de la création de richesse d'un système décentralisé, parce qu'au fond, on le sait aussi, les systèmes bancaires ont été créés parce que les gens ont peur. Il faut se battre contre la peur pour arriver à imposer un nouveau système, parce que les banquiers vont être toujours plus rassurants que beaucoup d'autres systèmes. Donc en pratique, si on espère que ça s'impose, qu'un nouveau système s'impose par la force du peuple, est-ce qu'on ne peut pas espérer que ça s'impose parce que justement, les nouvelles technologies appliquées à l'économie ou appliquées à la monnaie ont une capacité à créer de la richesse, pour rester dans le modèle économique, bien plus importante, pas juste 2 ou 3 fois, parce que ça n'arriverait pas à contrer les peurs de la nature humaine, mais peut-être 100 fois ou 1000 fois ce qu'on voit par exemple dans l'ubérisation avec le système ancien des taxis qui avait profité à un monopole qui s'appauvrissait. Aujourd'hui, on peut aussi dire, je pense, que le système bancaire ou d'État, avec une forte collusion, arrive à une limite. Pourquoi? Parce qu'il s'enrichit de plus en plus, il appauvrit aussi de plus en plus l'humanité. Donc à un moment donné, ça va craquer politiquement. Ah ouais. Donc là, il y a un espoir avec ces nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il y a les deux aspects, c'est-à-dire il y a les nouvelles. Il faudrait arriver à mesurer en fait. Ouais. On peut le mesurer avec l'ubérisation pour les taxis, avec beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des études là-dessus sur les crypto-monnaies qui permettraient de dire que si on avait une économie, ou des modèles économiques, ou des essais économiques, avec des systèmes basés sur des monnaies numériques plutôt que des monnaies d'État, on va dire, quel serait le ratio de rendement, d'amélioration, de création de richesse? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Et puis même ce type d'analyse, c'est de l'analyse macroéconomique. À la limite, ça pourra intéresser Bercy, mais je veux dire, il faut laisser les forces du marché faire, et puis on verra. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que les gens aient le choix. Il n'y a pas d'obligation à utiliser Bitcoin. Ceux qui ne croient pas, ils l'utilisent pas. Et c'est cette liberté-là qui est aussi importante. La blockchain, on l'utilise. Enfin voilà, il n'y a pas d'obligation, mais ça ne s'imposera que si ça apporte réellement un service, quoi. Voilà. Bon, c'est ce point de vue-là. Et cette nouvelle technologie s'impose pour ça, et va aussi s'imposer, je pense, parce que le système bancaire est étatique, a trop de dettes, et que ça risque de craquer un jour, et voilà, et ça risque aussi de provoquer des faillites bancaires, des gens qui perdront de l'épargne, et ils se diront j'aurais mieux fait de Mais disons que le nouveau mettre ça ailleurs. système ne va s'imposer que s'il n'est pas seulement 2 fois plus performant, mais 10 ou 100 fois plus performant. Bon, déjà 2 fois, d'accord. Enfin, non, ça dépend. Non, mais ça dépend de chaque système. Ça dépend de. Là, pour l'exemple des containers, le coût du back-office, ça représente à peu près 20%, un peu moins de 20%. Bon, je ne sais pas si on divise par 2 ou par 5 ou par 10, ça on verra. Mais c'est sûr que ça va baisser et c'est un gain pour tout le monde. Bon, voilà. Il faut dire qu'un container, c'est pas cher non plus. Hein. C'est 3 000 $, je crois, d'aller de Pékin au Havre. Oui, mais quand on a des centaines de conteneurs, c'est 20% qui pourraient être réduits, quoi. Même si le conteneur a effectivement un gain énorme en productivité. Donc il n'y a pas d'études, non. de connaissances là-dessus. C'est trop tôt. Oui, pour prolonger ce que tu disais, ça coûte plus cher de passer d'un conteneur à transporter du Havre à Paris coûte plus cher que de Pékin au Havre. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'était pas la question. En fait, à travers ce que tu évoques, il y a toutes les perspectives en fait, qui sont liées à la blockchain. En fait. Et c'est là l'élément principal qui se lie, enfin je pose la question, qui ouvre des perspectives absolument extraordinaires, puisque
En fait, c'est un système sécurisé, crypté, qui fait qu'on peut échanger n'importe quoi contre n'importe quoi. Je vais citer l'Uber, un Uber qui serait assis sur un système de blockchain qui permettrait d'économiser 20 à 25% des coûts. C'est une perspective tout à fait extraordinaire. Une mission qui s'ouvre alors pour le coup dans tous les échanges économiques. Ah ouais, surtout que les applications, enfin, on est au début, donc par exemple, les ICO, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une application de la blockchain. Mais c'est né en 2016, les premières. C'est-à-dire, bon, c'est comme en 95, qui pouvait imaginer ce qu'allait devenir Internet, quoi. Facebook et Google ont mis presque 10 ans. Facebook, c'est 10 ans après. Alors qu'on aurait pu inventer Facebook dès 95, mais il se trouve que ça a été inventé, c'était lancé en 2004, je crois. Ouais, 2003, oui. 2003, voilà. Et Google, je crois que c'est 98. Ah d'accord, ok. Voilà, bon, ok. Mais bon, voilà, donc il y a plein de choses qui vont apparaître auxquelles aujourd'hui on pense pas, quoi. Voilà. Donc, justement, on ne croyait pas qu'on risque d'avoir les mêmes déconvenus avec ces monnaies qu'on a eu avec l'informatique, parce qu'il y a 15-20 ans, on nous disait le journalisme traditionnel c'est fichu, va être remplacé par les journaux en ligne. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait les journaux en ligne sont complètement noyautés par les pouvoirs publics et qui peuvent surveiller les gens et faire n'importe quoi. Et que les sites finalement ne sont pas fiables, pas davantage que la grosse presse. Si, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'imitation pour la monnaie que les États arrivent à triompher finalement? Bah, les États, oui. Les États financent, en France, les aides à la presse financent notamment les sites internet des journaux, de façon à ce que la parole publique, étatique, soit relayée sur internet. Donc c'est un scandale, mais c'est comme ça. Bon, maintenant, il y a d'autres pays où c'est pas toujours le cas. C'est nous qui sommes, une fois de plus, victimes. Alors, deux dernières questions. Madame. J'aurais voulu reposer la question de monsieur, le coût écologique du coup. Oui, alors l'électricité, en fait, le problème, la question de l'électricité, c'est vrai que ça consomme beaucoup en valeur absolue, même si il faudrait savoir ce que consomme l'électricité le secteur bancaire. Bon, mais même sans même aborder ça, ça représente un coût en électricité qui est assez important, mais qui ne va pas être proportionnel, parce que c'est lié à la scalabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de transactions par seconde. Quand on va pouvoir, avec le Lightning Network, c'est-à-dire des canaux dérivés, augmenter le nombre de transactions dans des proportions énormes avec un coût extrêmement faible, ça va aussi conduire à consommer nettement moins d'électricité. Donc le problème de l'électricité, c'est un peu comme le problème des commissions, c'est le problème de l'engorgement du réseau, et il est en train d'être réglé. Donc la consommation électrique, elle ne va pas augmenter proportionnellement au nombre de transactions du Bitcoin, parce que sinon ça pourrait pas tenir. Ce sera moins proportionnel, et donc ce sera compatible avec les ressources énergétiques existantes. Ça posera, voilà. Mais c'est en train d'être réglé. Ouais. Oui, Stéphane. J'avais une question sur les commissions des mineurs. En deux mots, en fait, les mineurs, c'est la cheville ouvrière de la sécurité du réseau, mais j'explique pour... ce qui valide les transactions. Pour que la blockchain ou Bitcoin comme monnaie soit sûre, il faut que les mineurs dépensent beaucoup d'électricité, d'ordinateur, on n'y coupera pas. Aujourd'hui, ils gagnent de l'argent parce qu'ils reçoivent les nouveaux Bitcoins. On va passer de 17 à 21 millions, ils vont encore gagner un peu, mais ça va se tarir. Ils gagnent aussi de l'argent parce qu'ils sont eux-mêmes spéculateurs. Ils gagnent les bitcoins qu'ils minent et ça c'est une source de revenus importante. Et pas mais seulement, plus aléatoire. Et le dernier point, voilà, c'est les commissions que des gens peuvent leur payer en leur disant j'aimerais que ma transaction soit validée. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente aujourd'hui? C'est un peu comme les monnaies. Est-ce que Bitcoin est utilisé comme monnaie? Est-ce que la blockchain, il y a des gens qui payent pour faire des transactions? On sait un petit peu le nombre de transactions, on l'a. Alors il y a en termes de rémunération des mineurs. Oui, le site blockchain.info, qui est un site qui regroupe beaucoup de statistiques, de fonctionnement d'Internet, donne ce genre d'infos et d'autres plus techniques. Mais il faut savoir que les mineurs, ils gagnent des bitcoins qui sont créés à cette occasion-là, et ça va se tarir, mais ils touchent aussi les commissions. Les commissions, c'est-à-dire, quand on fait un paiement bitcoin, c'est pas gratuit, on paye une commission qui est extrêmement faible par rapport à tous les systèmes existants. Sauf depuis quelques mois parce que le système est un peu engorgé, mais disons jusqu'à début 2017, jusqu'à la mi-2017, c'était des commissions extrêmement négligeables, mais ça suffisait à faire vivre les mineurs, en plus
Et ça veut dire que le projet de Bitcoin a été conçu, c'est-à-dire le créateur a prévu le fait que le Bitcoin un jour vaudrait quelque chose. Parce que si le Bitcoin était resté à 0 $ comme c'était au début, au bout d'un moment, les mineurs n'auraient plus intérêt à miner, quoi. Et ce serait arrêté tout seul. Le fait que ça ait pris de la valeur, c'était conçu dans le système. Ce qui est assez intelligent, quoi. Maxime, et au passage, je ne sais pas question. qui... Dernière question. Dernière question. Que pensez-vous de ce qu'a dit Olivier Delamarche sur je ne sais plus trop quelle chaîne, qui a dit que si un jour on crée une crypto-monnaie indexée sur l'or, ce serait le crash de toutes les monnaies traditionnelles? Alors ça, oui, c'est-à-dire, on peut imaginer, il existe déjà, alors ça je vais en parler aussi rapidement, il existe aussi une crypto-monnaie qui affirme qu'elle est indexée sur le dollar, c'est-à-dire ça s'appelle le Tether, T-E-T-H-E-R, et fait partie des 20 plus grosses, et ils affirment qu'à chaque fois qu'ils créent un Tether, ils mettent $1 dans la caisse, de façon à ce qu'il y ait une égalité parfaite. Maintenant, il n'y a aucun organisme de certification qui a validé ça. Il y en avait un qui était en contrat avec eux, puis la boîte l'a viré. Donc, à mon avis, ça relève de l'arnaque, du Ponzi. C'est-à-dire, Tether, un jour, ça va se casser la gueule. Bon, c'est avis personnel, mais enfin, on est plusieurs à le dire. Donc, mais ceci dit, on pourrait imaginer que des gens honnêtes fassent une monnaie indexée sur le dollar, ou une monnaie indexée sur l'or, ou sur une matière première, ou sur un panier de matières premières, et que ça devienne une monnaie liée à un actif existant. Ça, c'est tout à fait imaginable. Et ça pourrait être utile dans certains cas, par exemple une monnaie liée sur le pétrole, ou voilà, et ça pourrait faire sens, et ça aurait une utilité pour un certain nombre d'utilisateurs. C'est possible, c'est des projets qui sont possibles à faire. Voilà. Bien, un grand merci au professeur. Que je cite dans mon livre, je cite Rosserland à propos de la valeur intrinsèque, donc je cite un article. Nous préviendrons aux prochaines réunions dès que nous pourrons, mais sachez, le professeur Georges Land a parlé de Jacques Rueff, donc nous espérons qu'au printemps, Monsieur Minard pourra venir présenter sa biographie de Jacques Rueff, donc vous serez les bienvenus. Surtout, tenez-nous informés, donnez-nous vos coordonnées afin qu'on puisse tenir informés de nos prochaines réunions. Merci encore et bonsoir. Vous avez le livre de M. Erlin qui est à votre disposition. J'achète du Bitcoin. Merci, au revoir. Merci.